Bonsoir à toutes et à tous, merci Carole d'avoir retenu ce travail pour lequel je n'ai aucun conflit d'intérêt. Merci à Arnaud pour la technique parce que je sais que ça a été un peu compliqué. C'est la deuxième fois que j'assiste aux présentations de Camille et Raphaël et je ne m'en lasse pas. Donc j'espère que le sujet que je vous propose ce soir vous sera aussi agréable que les deux premiers. Donc je vous amène faire un long voyage pour vous parler des émissions Fontaine ou du skirting qui a suscité l'intérêt de poètes et d'écrivains depuis près de 4000 ans. Je vais passer très rapidement sur les grandes notions, vous parler un petit peu de la méthodologie de l'étude et j'approfondirai les résultats. Donc les émissions Fontaine se manifestent par un écoulement chez les femmes ou les personnes qui ont une vulve durant l'excitation sexuelle. Cet écoulement connaît une forte variabilité en termes de volume, quelques millilitres à plusieurs centaines de millilitres, qui peut soit s'écouler le long de la vulve et des cuisses, soit être projeté à distance. On sait depuis l'étude de Salama et Devo en 2012 que le liquide est stocké dans la vessie et émis par l'urètre, ce qui a été confirmé par une équipe japonaise en 2022. Alors à quoi ça ressemble ? Je vous propose deux photos. Alors, en effet, toutes les émissions Fontaine ne sont pas aussi abondantes, je vous l'accorde, mais même quand elles sont plus discrètes, vous aurez du mal à passer à côté, et cela va entraîner un questionnement quasi systématique, notamment au moment du premier écoulement. Je vous parle rapidement de l'étude. Il s'agit d'une étude en ligne observationnelle, descriptive et internationale, avec une approche non médicale qui interroge le vécu psycho-émotionnel. Retenez qu'elle décrit l'expression d'un ressenti sexuel et qu'aucun examen médical n'a été réalisé. Les données ont été obtenues à partir de deux auto-questionnaires anonymes construits sur la base du Basic ID. Un premier questionnaire d'une cinquantaine de questions à l'attention des femmes qui déclarent dans leur sexualité avoir eu des émissions Fontaine et un deuxième questionnaire d'une trentaine de questions à l'attention de partenaires qui, durant leur vie sexuelle, ont partagé ce moment avec des femmes. Je précise que les couples n'étaient pas appairés et que les questionnaires ont été traduits en français, en anglais et en espagnol. Les questionnaires ont été diffusés très largement sur une période d'1 an auprès des professionnels du secteur, via les sociétés savantes, les syndicats, les associations de sexologues, les réseaux sociaux professionnels, les réseaux sociaux grand public et quelques influenceuses. En 12 mois, l'étude a été multipostée 1 millier de fois, c'est beaucoup, sur la toile, et nous avons recueilli 3160 témoignages complets à travers 81 pays. Alors afin de vous présenter des résultats vérifiés, nous avons élaboré un traitement algorithmique complexe pour repérer l'ensemble des dossiers qui comportaient des incohérences, qu'elles soient volontaires ou par maladresse. Alors quelques exemples de maladresse qui ont pu se glisser dans les réponses. Quand une personne nous annonçait avoir eu son premier rapport sexuel après l'âge indiqué au moment de sa participation à l'étude, une hétérosexualité et avoir des émissions Fontaine avec des personnes de même sexe, être ménopausée à 18 ans, être ménopausée et utiliser une contraception. Il y en avait bien d'autres, mais c'est quelques exemples. Donc tous ces dossiers ont fait l'objet d'une analyse rigoureuse afin d'éliminer les doublons, les fakes, parce que comme dans l'étude de Raphaël, des personnes ont essayé de déstabiliser l'étude, et d'appliquer les critères d'exclusion. Nous nous retrouvons donc avec deux groupes, le premier de 1688 femmes et le deuxième de 1247 partenaires. Il n'y a pas de population témoin dans notre étude, mais nous avons comparé les dossiers français aux données françaises déjà publiées, avec des indicateurs sociodémographiques, médicaux et sexologiques. Les résultats sont majoritairement quantitatifs, mais vous verrez que nous avons exploré un nouveau domaine de l'analyse qualitative. Et enfin, comme nous bénéficions des deux séries mondiales les plus étendues, nous avons eu la possibilité de comparer certains sous-groupes. D'une façon générale, on peut dire que cette enquête a connu un engouement important, et au-delà du volume de réponses, ce qui nous a interpellé, c'est l'investissement des personnes qui ont participé et qui ont pris de leur temps, et on sait combien aujourd'hui le temps est précieux, pour nous répondre avec des détails très intimes de leur sexualité, un faible taux de non-réponse ou d'abandon en cours de saisie. Le biais principal, comme très souvent dans les enquêtes en ligne, réside dans la jeunesse de la cohorte, où les classes d'âge les plus âgées sont trop peu présentes, et les personnes sont souvent plus diplômées et appartiennent de fait à une catégorie socio-professionnelle supérieure. Ce constat est réel dans la cohorte féminine, il l'est un petit peu moins dans le groupe des partenaires. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la sexualité en général de ces femmes et de leurs partenaires. Donc qu'est-ce qu'on apprend ? Les femmes qui ont participé sont majoritairement jeunes, moins de 45 ans. Une femme sur deux dans notre enquête a moins de 30 ans. Leur couple reste majoritairement monogame à hauteur de 67%, avec ou sans vie commune. 70% sont hétérosexuels.
La bisexualité épisodique, comprendre avoir plus de rapports sexuels avec des hommes qu'avec des femmes, est très représentée à hauteur de 24,5%. On peut également dire que ces femmes ont majoritairement une vie sexuelle épanouie avec des orgasmes réguliers ou systématiques, voire des pluriorgasmes. Elles ont une activité sexuelle proche des données de référence et ont connu un petit peu plus de partenaires que les données de référence. Les éléments pertinents à retenir chez les partenaires, pour la toute première fois, nous avons 44 témoignages de femmes, alors c'est vrai que c'est peu, qui sont des partenaires de Femmes Fontaine. 1203 hommes. Nous obtenons un meilleur équilibre des classes d'âge jusqu'à 55 ans. Ces personnes ont connu plus de partenaires que la moyenne, sont majoritairement monogames, à hauteur de 77%, ont une sexualité épanouie, voire idéale. En revanche, même si elles vont rechercher cet écoulement chez la majorité de leurs partenaires, et ça c'est important de le préciser, elles ne vont en croiser que peu dans leur vie sexuelle. Alors, un certain scepticisme persiste sur le fait que les émissions Fontaine pourraient être une forme d'incontinence urinaire. Nous avons donc posé 2 questions aux femmes. La première concernait l'incontinence urinaire ou l'instabilité vésicale déclarée. Je rappelle qu'il n'y a pas d'examens médicaux dans ce travail. Le deuxième portait sur le contrôle des émissions liquidiennes. La deuxième question. En clair, est-ce qu'elles sont en capacité de contrôler l'écoulement ? Le premier constat, c'est que les 2 groupes ne contrôlent majoritairement jamais ou rarement les écoulements. La courbe rouge représente les femmes déclarant une incontinence, la courbe bleue les femmes déclarant une continence. Le deuxième élément que je laisse à votre appréciation, c'est qu'il n'y a pas, selon moi, de différence très nette entre ces 2 courbes. Je vous partage 2 références bibliographiques sur le sujet parce qu'il est très rarement traité. Je précise que nous avons décidé de distinguer 2 sous-groupes et que les résultats qui suivent ne concernent uniquement que les femmes qui déclarent une continence urinaire. Alors quels sont ces résultats ? Eh bien le premier et non des moindres, c'est que nous, thérapeutes, ne connaissons pas ces personnes, puisqu'elles ne nous consultent pas, pour 2 raisons. La première, c'est qu'elles ont une sexualité épanouie, donc pas de raison de consulter des sexologues. Et la deuxième, c'est que quand elles vont rechercher l'information sur ce qui leur arrive, notamment au moment du premier épisode, au moment du premier écoulement, elles vont aller sur le web. Le support du web est jugé satisfaisant mais incomplet, d'où une forte volonté d'obtenir un complément d'information sur le sujet. Pour information, j'ai reçu 300 mails me demandant de partager les résultats de l'étude, de la part de participantes et de participants. Le web, on y trouve de tout, du bon comme du beaucoup moins bon. Il y a de nombreuses erreurs qui y circulent, y compris des erreurs émanant de certaines professionnels du secteur. J'ai archivé les résultats en 4 grandes classes. Donc depuis l'étude de Salama et Devo en 2012, est née sur la toile l'idée que toutes les femmes ou les personnes qui ont une vulve peuvent avoir des émissions Fontaine au cours de leur vie sexuelle. Du coup, on assiste à une forme de course aux émissions Fontaine, aussi bien chez les femmes que chez les partenaires. Alors il me semble important de rappeler qu'on peut avoir une sexualité totalement épanouie sans jamais avoir d'émissions Fontaine, et que courir après ce phénomène ne semble pas particulièrement pertinent. Toutefois, pour aller dans le sens de toutes les femmes peuvent avoir des émissions Fontaine, nous obtenons une très forte hétérogénéité des valeurs qui suivent. L'âge du premier rapport sexuel, l'âge du premier écoulement, le nombre de partenaires sexuels, le volume de rapport sexuel, l'orientation sexuelle, la situation conjugale, le niveau d'études, la taille, le poids, l'indice de masse corporelle, la catégorie socio-professionnelle, la fréquence masturbatoire, le regard porté sur le phénomène, la préexistence ou pas d'une éducation sexuelle, le nombre d'enfants, la prise d'un contraceptif. Donc tout ceci tendrait à valider le fait qu'il n'existe pas de profil type de la femme Fontaine. C'est le même constat chez les partenaires, avec toutefois un meilleur équilibre des classes d'âge, comme je vous l'ai déjà dit. Le seul élément qui est cité ou pluricité dans 99% des dossiers, c'est le lâcher-prise. Alors, qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise ? Eh bien, sa définition reste très floue, y compris chez les scientifiques, mais en creusant les réponses rédactionnelles à travers l'analyse qualitative qui va suivre, je vais tenter de vous donner des précisions sur ce sujet. Nous avons interrogé les femmes sur ce qui s'est passé dans leur vie pour que ce premier épisode arrive. Donc depuis plus de 50 ans, en Amérique du Nord et en Europe, on va vous expliquer que les écoulements sont essentiellement liés à 2 choses, 2 éléments majeurs. Le lâcher-prise et la stimulation du point G. Pour info, en Afrique, dans la région des Grands Lacs, il existe une zone géographique où toutes les femmes ont des émissions Fontaine quasi quotidiennes, que l'on appelle le Kunyaza ou Kunyara. Et ces émissions ne sont jamais dues à une stimulation intravaginale, mais bien une stimulation clitoridienne externe,
par tapotement de la verge sur le clitoris. Nos participantes nous donnent d'autres éléments qui ont favorisé le premier épisode, donc le lâcher-prise, on vient d'en parler, qui était très largement cité, et d'autres notions comme un nouvel apprentissage de son corps et de sa sexualité, l'intensité du rapport sexuel, la compatibilité sexuelle avec le partenaire, une situation excitante, les sentiments amoureux qui n'avaient jamais été cités dans les précédents travaux. Nous les avons également interrogés sur le mode de stimulation qui déclenche les émissions Fontaine pendant la masturbation. Donc les femmes nous décrivent en bleu des stimulations intravaginales qui pourraient être assimilées à la stimulation du point G, et en rose des stimulations clitoridiennes externes. Ces deux modes font jeu égal en ce qui concerne la masturbation, on va voir que c'est sensiblement différent au cours d'un rapport sexuel. Où les femmes nous décrivent en bleu des stimulations intravaginales qui pourraient, toujours, être assimilées à la stimulation du point G, et en rose des stimulations clitoridiennes externes. Donc on peut conclure, imaginer que pendant un rapport sexuel, ce que l'on peut imaginer comme étant la stimulation du point G semble un peu plus efficace que les stimulations clitoridiennes externes pour parvenir aux émissions Fontaine. Je reviens un instant sur le premier épisode, parce qu'il reste un élément marquant de la vie sexuelle de ces femmes avec deux éléments majeurs sur l'aspect psycho-émotionnel. Le premier, c'est le regard du ou de la partenaire. Les femmes qui vont croiser un ou une partenaire qui va leur dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce liquide, ou pire, qui va partir en courant. Cela va les impacter négativement et on peut le comprendre. Et ça va les impacter négativement souvent sur la durée, donc c'est important de le dire. Le deuxième élément, c'est la connaissance du phénomène avant le premier écoulement. Et alors, il y a beaucoup d'informations sur ce graphique, je m'en excuse, je vais essayer de vous guider un petit peu. Retenez que si vous avez connaissance du phénomène avant le premier écoulement, les sentiments positifs en vert sont maximisés et les sentiments négatifs en rouge sont minorés, et inversement. Ce que l'on constate également, c'est que le sentiment à l'égard des émissions Fontaine va évoluer, les sentiments vont évoluer à travers le temps. Vous avez à gauche les sentiments au moment du premier écoulement, et à droite les sentiments à distance du premier épisode. On voit qu'il y a des changements. Alors qu'est-ce qui change ? Eh bien les sentiments positifs en bleu, le plaisir, la satisfaction, l'apaisement vont être majorés. Alors que les sentiments négatifs en rouge vont s'effacer. La peur de l'incontinence urinaire, de l'anormalité, la gêne, l'anxiété, la peur du regard du partenaire que l'on vient d'aborder. Et le plaisir dans tout ça, me direz-vous, puisque c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore. Alors depuis de nombreuses années, on va vous expliquer sur la toile que les émissions Fontaine sont associées à un maxi-orgasme, et on va littéralement vous le vendre. Alors nous avons posé deux questions concernant le plaisir. La première concernait la jouissance, associez-vous jouissance et émission Fontaine, et la deuxième concernait l'orgasme, associez-vous orgasme et émission Fontaine. Donc ce que l'on constate, c'est que si les émissions Fontaine sont associées à un plaisir intense et spécifique, ce qui avait déjà été évoqué par la littérature, elles ne sont pas associées à l'orgasme de façon systématique, et que le vécu est finalement tout aussi variable que intime. J'en ai fini pour les principales données quantitatives, je passe au qualitatif. Alors je souhaitais que chaque personne qui participe à l'enquête puisse s'exprimer pleinement en nous apportant un témoignage intime et personnel de ce moment précis dans leur sexualité. Donc pour cela, nous avons intégré dans le questionnaire une série de questions rédactionnelles qui ont été particulièrement investies par les femmes, un petit peu moins par les partenaires. Donc si certaines personnes nous ont fait des réponses courtes, d'autres nous ont fait plusieurs paragraphes. Vous avez en vidéo un court exemple des réponses les plus longues et on peut voir qu'elles étaient nombreuses. Le corpus total à traiter représentait plus de 20 000 mots. Pour vous donner une idée, cela représente 50 pages de texte en taille 11. C'est beaucoup. Alors ce traitement représente un défi parce qu'il n'existe pas de méthode de référence validée. Nous avons donc travaillé de façon empirique avec de nombreux tests algorithmiques pendant de nombreuses semaines sous Python, qui est un langage de programmation. Alors tout ceci est très technique, je m'en excuse, mais c'est pour vous permettre de mieux appréhender la diapositive suivante. Donc voici les différentes étapes du traitement. En premier, je l'avais oublié celle-là. En premier, le machine learning, donc c'est le fait de donner à la machine, donc en clair l'algorithme, des données, donc du texte. La deuxième étape, c'est du text mining, c'est le fait d'analyser la linguistique d'un texte produit par des humains, pour des humains, à destination d'autres humains. Et enfin, le sentimental analysis, c'est le fait d'analyser les sentiments du texte, puisqu'entre ces deux phrases,
J'ai besoin d'être amoureuse pour squirter et je ne suis pas amoureuse de l'amant avec qui je squirte. Il n'y a finalement que peu de différences linguistiques, mais une différence profonde et importante en termes d'expression du ressenti. Retenez que c'est expérimental et que nous avons cherché à faire émerger les sentiments du vécu psycho-émotionnel des participantes à travers le texte recueilli. Et nous avons réussi à mettre en évidence des éléments nouveaux jamais évoqués dans la littérature. Donc, avec la méthode que je viens de vous décrire, nous avons réalisé une quinzaine de nuages de mots liés à chaque item interrogé. Je vous rassure, je ne vais pas vous en proposer 15, on va en regarder qu'un seul, le plus important. Il y avait notamment les 6 items interrogés sur les circonstances d'apparition des émissions Fontaine. Les circonstances étaient classées en émotionnel, sexuel, comportemental, mental, relationnel et sensoriel. Donc, le seul nuage de mots que je vous propose résume l'ensemble des réponses à ces 6 questions apportées par les femmes Fontaine. Le principe d'un nuage de mots, c'est plus c'est écrit grand, plus c'est cité dans le texte. Dans notre cas précis, on dépasse de très loin le simple volume de mots pour se concentrer sur le sentiment qui lui est attribué, pour comprendre ce qui a permis d'accéder au squirting. Puisqu'on peut avoir un sentiment positif, un sentiment négatif ou nuancé, lié à une même terminologie, un même mot. Alors on constate que le lâcher-prise est la plus forte représentation dans le nuage, ce qui vient confirmer ce qu'on vient de dire précédemment. Quand on voit partenaire écrit plusieurs fois dans le texte, c'est tout simplement que le sentiment ou les circonstances liées sont différentes. La faute à partenaire sans le E, c'est parce que l'algorithme travaille par racinisation. Et enfin, 2 éléments jamais évoqués précédemment dans les travaux antérieurs, ce sont les sentiments amoureux et la stimulation clitoridienne. Alors où est le point G dans tout ça, me direz-vous? Bien, il est un petit peu caché, en fait, il est disséminé un petit peu partout dans le texte, mais quand on le regroupe, il a quand même tendance à prendre de l'importance dans les déclarations. Donc je termine avec les données que j'ai appelées comparatives. Pourquoi? Parce que nous avons posé une même série de questions aux femmes Fontaine et à leurs partenaires. Alors on cite très régulièrement le décalage entre la sexualité des femmes et des hommes hétérosexuels, qu'il existe un déficit orgasmique chez les hommes versus les femmes. Pardon, un déficit orgasmique chez les femmes, autant pour moi, versus les hommes. Or, nous avons vu au début de la présentation que dans notre étude, ce décalage n'existe pas. Eh bien, j'ai été étonné par les courbes que je vous propose, puisque quand on pose une même question à 2 groupes, on obtient ceci. Donc la courbe bleue représente les réponses des femmes, la courbe violette celle des partenaires. Donc associez-vous orgasme et émission Fontaine, on s'aperçoit que finalement il y a quand même beaucoup de similitudes. Pareil pour associez-vous jouissance et émission Fontaine. Pareil pour le lâcher prise. Pour avec qui et comment on parle des écoulements. Les modes de stimulation. Voilà, donc en guise de conclusion, on peut dire que ces personnes nous décrivent une sexualité épanouie et partagée avec une forme de connivence sexuelle, peut-être marquée par un meilleur niveau de communication dans le couple. Nous n'avons pas retrouvé de profil type de la femme ayant des émissions Fontaine et du ou de la partenaire. Le lâcher-prise, dont la définition reste à préciser, semble primordial dans l'apparition du phénomène. Le point G n'est pas le seul élément permettant de squirter. Le premier épisode reste un élément marquant de la sexualité de ces femmes, mais également de leur partenaire. Et si le plaisir est très présent dans ces épisodes, l'orgasme n'est pas systématique. Et enfin, rappelons que pour avoir une sexualité épanouie, on n'est pas obligé d'avoir des écoulements, et que courir après ces épisodes spécifiques de la sexualité ne semble pas particulièrement pertinent. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne fin de soirée.